Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire parmi les plus glaçantes et déroutantes de l'histoire criminelle moderne. Une histoire qui défie la logique, qui heurte la morale, et qui met à l'épreuve notre confiance dans la justice. Dans certains pays, les personnes condamnées à la peine capitale attendent de longues années avant l'exécution de leur sentence. Cette lenteur judiciaire n'est pas due au hasard. L'histoire du droit regorge de cas où des innocents ont été injustement condamnés, et ce n'est que bien plus tard, après l'arrestation du véritable coupable, que la vérité a fini par émerger. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Pour éviter que de telles erreurs irréversibles ne se répètent, les tribunaux prennent souvent la décision de réexaminer certaines affaires en profondeur, permettant aux détenus de faire appel autant que possible. L'affaire de David Camm est l'une des plus complexes et controversées du système judiciaire américain. Ancien policier, mari, père de famille, il a été accusé d'un crime monstrueux, le meurtre brutal de son épouse et de leurs 2 enfants. Condamné à la prison à perpétuité, son destin semblait scellé. Pourtant, malgré la gravité des accusations, beaucoup doutaient encore de sa culpabilité. Le procureur, lui, était parvenu à présenter des éléments accablants, si convaincants que l'opinion publique s'est peu à peu tournée contre David. 13 années plus tard, après une série de procès et de recours, sa condamnation a finalement été annulée. Mais à ce moment-là, la majorité ne croyait plus en son innocence. Le nom de David Camm restait irrémédiablement associé à un crime sanglant et inhumain. David Ray Camm voit le jour le 23 mars 1964 à New Albany, une petite ville paisible du comté de Floyd, dans l'Indiana. Il est l'enfant du milieu d'une fratrie de 3, né de l'union de Donald et Susan Camm. Peu de choses ont filtré sur son enfance. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour le sport, une énergie qu'il canalise aussi dans sa volonté de servir la communauté. Diplômé du lycée, il entre à l'académie de police et, au milieu des années 80, rejoint les forces de l'ordre local. Ceux qui le connaissent le décrivent comme un homme sociable, chaleureux, et toujours dynamique. Il sait comment se faire remarquer, comment séduire, et sa popularité auprès des femmes est bien connue. Grand, athlétique, séduisant, David multiplie les conquêtes et change fréquemment de compagne. C'est au printemps 1988 que David rencontre Kimberly, ou Kim Starren, une jeune femme ravissante d'1 an et demi sa cadette. Comme lui, elle est originaire de New Albany. Elle étudie l'économie à l'université locale et travaille à temps partiel comme serveuse pour financer ses études. Dès leur première rencontre, l'alchimie est immédiate. Le lien entre eux se tisse rapidement et l'histoire d'amour prend une tournure sérieuse en quelques mois à peine. Le soir du Nouvel An, David fait sa demande. Kim accepte, les yeux brillants de bonheur. Leur mariage a lieu en mars 1989, peu après le 25e anniversaire de David, et donne lieu à une grande cérémonie. Leur bonheur semble complet lorsqu'en février 1993, leur premier enfant, un garçon prénommé Bradley, vient au monde. Le tableau familial paraît alors idyllique. Mais derrière les apparences se dissimule une réalité bien plus sombre. Cette même année, David fait la connaissance de Stephanie McCarthy, une jeune femme de 22 ans, coach sportif dans une salle de sport qu'il fréquente régulièrement, le Fitness Zone. Bien qu'engagée dans une autre relation, Stephanie ne résiste pas longtemps au charme de David. Très vite, elle rompt avec son compagnon pour se consacrer entièrement à cette nouvelle liaison. David, lui, ne cherche même pas à dissimuler cette aventure extra-conjugale. Il est vu aux côtés de Stephanie dans des bars, des restaurants, voire lors d'événements sportifs publics. Rapidement, des rumeurs circulent et parviennent aux oreilles de Kimberly. Pourtant, malgré tout, elle refuse d'y croire. Elle passe la plupart de son temps à la maison, s'occupant de leur fils souvent malade. Elle a foi en David, en leur union, et en la promesse d'un avenir commun. Alors que la vie de couple semble suivre son cours, les fondations de leur mariage sont lentement rongées par le mensonge, la trahison et les faux-semblants. Ce climat d'infidélité fragilise un équilibre déjà précaire. Dans l'intimité de leur foyer, Kimberly continue de jouer le rôle de l'épouse aimante et dévouée, ignorant que le cœur de son mari bat désormais ailleurs. Chaque sortie, chaque regard fuyant, chaque absence prolongée creuse un peu plus le fossé entre eux. Pourtant, aucun éclat, aucune confrontation ouverte ne vient briser le silence pesant qui règne entre les murs de leur maison. C'est dans cette tension latente que va bientôt surgir le drame. Derrière le sourire charmeur et l'allure irréprochable de David Camm, un autre visage commence à se dessiner. Celui d'un homme tiraillé entre les apparences qu'il veut préserver et les désirs qu'il ne parvient plus à contenir. Tandis qu'il continue de mener une double vie, les signes de fracture s'accumulent. Des proches s'interrogent, des collègues remarquent des changements de comportement, mais personne ne soupçonne l'ampleur de ce qui est sur le point de se produire. La confiance que Kimberly place en son mari se transforme en un aveuglement tragique, la menant pas à pas vers une fin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Au fil du temps, la ville de New Albany devient le théâtre silencieux d'un engrenage implacable. Le couple Camm, autrefois modèle,
incarne désormais une cellule familiale sur le point d'éclater. Les événements se précipitent, les décisions deviennent plus risquées, et les conséquences plus lourdes. Chaque jour qui passe rapproche inéluctablement cette famille de l'abîme. L'histoire de David et Kimberly Cam n'est pas simplement celle d'un mariage brisé par l'infidélité. C'est le prélude d'un crime qui marquera à jamais la mémoire collective et soulèvera d'innombrables interrogations sur la vérité, la justice, et les limites du doute raisonnable. Kimberly croyait fermement aux explications de son mari. Les absences répétées de David, disait-il, étaient dues à de longues heures de travail, rien de plus. Lorsqu'elle apprit qu'elle était de nouveau enceinte, une nouvelle onde de choc secoua leur relation. Stéphanie mit fin à leur liaison, réalisant que David ne quitterait jamais réellement sa famille. Mais cette séparation ne dura que quelques semaines. Bientôt, ils reprirent leur relation, cette fois avec encore moins de discrétion. De nouvelles rumeurs parvinrent aux oreilles de Kimberly. Déterminée à obtenir des réponses, elle décida d'affronter David. Il ne chercha même pas à nier. Il lui annonça, alors qu'elle était enceinte de 6 mois, qu'il la quittait pour Stéphanie, affirmant être amoureux d'elle depuis longtemps. Le soir même, il fit ses valises et abandonna son épouse enceinte et leur petit garçon pour s'installer chez sa maîtresse. Ce départ soudain fut un véritable cataclysme pour Kimberly. Pire encore, David coupa tout contact avec elle. Il ne chercha ni à prendre de ses nouvelles, ni à savoir comment allait leur fils. Face à cet abandon, les deux familles, les Cam et les Reine, se rangèrent sans réserve du côté de Kimberly. Ils condamnèrent fermement l'attitude de David et firent bloc autour de la jeune femme, l'épaulant autant que possible dans cette épreuve. De son côté, David semblait pleinement satisfait de sa nouvelle vie. Il entama les démarches pour divorcer et envisageait déjà un nouveau départ. Le 28 février 1995, Kimberly donna naissance à leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Gilles. David ne se présenta pas à l'hôpital. Il ne prit même pas la peine d'appeler. Mais à peine 6 semaines plus tard, tout bascula à nouveau. Stéphanie demanda à David de quitter son appartement. Elle ne supportait plus son comportement possessif et jaloux. Leur relation était terminée. Rejeté par sa maîtresse, David tenta de retourner vivre chez ses parents, mais ceux-ci lui claquèrent la porte au nez, désapprouvant fermement la manière dont il avait traité sa famille. Il se retrouva seul, logeant quelques jours dans un motel. Confronté à ses erreurs, il finit par comprendre que son seul refuge possible était la famille qu'il avait trahie. Il appela Kimberly, s'excusa, et la supplia de lui donner une seconde chance. Malgré la douleur et les humiliations, Kimberly céda. Elle aimait encore le père de ses enfants. Elle lui ouvrit à nouveau la porte de leur foyer. Leur réconciliation fut suivie d'un projet ambitieux. Construire ensemble la maison de leurs rêves, un nouveau départ, une promesse d'avenir. Ils achetèrent un terrain à Georgetown, non loin de chez les parents de Kimberly, et commencèrent les travaux. 3 ans plus tard, à l'été 1998, la famille célébra son emménagement dans la nouvelle demeure. De l'extérieur, tout semblait enfin apaisé. Le couple affichait une image d'unité retrouvée. David semblait avoir tourné la page, passant ses journées libres auprès de ses enfants. Du moins, c'est ce que Kimberly croyait. En réalité, David n'avait rien changé à ses habitudes. Il avait simplement appris à mieux dissimuler ses infidélités. Dès 1997, il entamait une liaison avec Michelle Voigt, une histoire qui prit fin lorsque la famille s'installa à Georgetown. Peu de temps après, il séduisit Lisa Corfage, la compagne d'un pompier local. Une nouvelle aventure naquit, mais elle s'interrompit brutalement lorsque Lisa se maria et quitta l'État. En 1999, David multiplia les liaisons brèves. Il s'impliqua même avec l'épouse d'un ancien collègue et poursuivit une relation avec Tammy Rogers, en plein divorce à l'époque. Tammy trouva chez David une oreille attentive, une présence réconfortante. Une illusion de stabilité, qui ne dura pas. Durant tout ce temps, Kimberly semblait ignorer les écarts de son mari. Peut-être ne voulait-elle pas voir. Peut-être préférait-elle protéger ce semblant d'équilibre reconstruit. Mais à l'été 2000, elle finit par briser le silence. Elle confia à sa sœur que David était redevenu celui qu'il avait toujours été. Sans entrer dans les détails, ces mots suffirent à éveiller l'inquiétude. Le passé n'était pas derrière eux, il avait simplement changé de visage. Une fois de plus, les fondations du couple se fissuraient, minées par la trahison, le mensonge et le poids du non-dit. Kimberly, prisonnière d'une vie construite sur l'illusion, avançait sans savoir que l'orage couvait à l'horizon. À mesure que les mois passaient, la tension devenait palpable. Les absences de David se multipliaient à nouveau, et Kimberly, cette fois, ne pouvait plus faire semblant. Chaque regard évité, chaque excuse bancale creusait davantage le gouffre entre eux. Pourtant, elle continuait d'espérer. Pour ses enfants. Pour ce rêve de famille qu'elle voulait préserver coûte que coûte. Mais dans l'ombre, David poursuivait ses jeux dangereux, accumulant mensonges et secrets comme autant de bombes à retardement. À Georgetown, personne ne soupçonnait la tempête qui approchait.
Ce que Kimberly ignorait, c'est que son mari n'était pas seulement un homme infidèle. Il était aussi un homme rongé par le besoin de dominer, de séduire, de contrôler. Derrière son sourire charmeur se cachait une personnalité instable, imprévisible, prête à tout pour satisfaire ses désirs. Son retour au foyer n'était qu'un échappatoire temporaire, une solution de repli face à l'échec de ses liaisons. En réalité, il n'avait jamais eu l'intention de changer. Et désormais, sa double vie menaçait non seulement la stabilité de sa famille, mais leur sécurité même. Un engrenage s'était mis en marche. Et personne, pas même Kimberly, ne pouvait l'arrêter. Ce que Kimberly confia à sa sœur était lourd de sous-entendus. Elle n'avait pas besoin d'entrer dans les détails pour que l'essentiel soit compris. David avait repris ses anciennes habitudes. Pendant ce temps, sa carrière dans les forces de l'ordre s'effondrait. Plusieurs plaintes concernant son comportement abusif et l'usage excessif de la force avaient été déposées contre lui. Il fut rétrogradé, mais ce n'était que le début de ses ennuis. En 1998, il fut impliqué dans une affaire judiciaire médiatisée lorsqu'un homme l'accusa, lui et 2 collègues officiers, d'avoir eu recours à une force brutale lors d'une arrestation. Plutôt que d'attendre une sanction officielle, David préféra démissionner. Il trouva un emploi dans un magasin de détail appartenant à un membre de sa famille. Un choix qui marqua la fin de sa carrière dans les forces de l'ordre et le début d'une nouvelle vie, apparemment plus calme. En l'an 2000, Kimberly travaillait comme comptable dans une entreprise locale, tandis que David gérait toujours le magasin familial. Ensemble, ils avaient une situation financière stable. Leur fils Bradley était en école primaire, leur fille Jill en maternelle. En apparence, la famille Cam menait une vie tranquille et bien ordonnée. Mais cette illusion de bonheur vola en éclats le soir du 28 septembre 2000. Ce jour-là, Kimberly suivit sa routine habituelle, elle prépara le petit déjeuner, emmena les enfants à l'école, puis partit travailler. Vers 16 heures, elle les récupéra et emmena Jill à son cours de danse et Bradley à son entraînement de natation. David, de son côté, avait travaillé toute la journée. Il rentra vers 18 heures pour se changer, avant de repartir participer à un match de basketball amateur, une activité hebdomadaire à laquelle il prenait part avec assiduité. David ne joua qu'un seul match ce soir-là. Il se blessa au poignet et passa le reste de la soirée dans les gradins, observant les autres jusqu'à la fin du tournoi, aux alentours de 21h30. Puis il prit la route du retour. Arrivé devant chez lui, il gara sa voiture, descendit et ouvrit la porte du garage. C'est là qu'il découvrit l'horreur absolue. Dans la pénombre, il aperçut le corps inerte de Kimberly, allongé sur le sol, à côté de son véhicule. David se précipita vers elle, mais il était déjà trop tard. Son visage et ses cheveux étaient maculés de sang. Une large flaque sombre s'étendait sous sa tête. Pris de panique, il se mit à chercher désespérément leurs enfants. Son regard se posa alors sur l'habitacle du SUV familial. Jill, 5 ans, était toujours attachée à son siège à l'arrière. Une blessure massive à la tête l'avait laissé sans vie. Bradley, âgé de 7 ans, avait vraisemblablement assisté à l'agression. Son siège n'était plus attaché, il avait tenté de fuir, escaladant la banquette pour rejoindre la partie arrière du véhicule. Il fut atteint en plein mouvement par une balle mortelle. Son corps reposait à cheval sur le dossier, suspendu, figé dans une posture d'évasion interrompue. Lorsque David l'aperçut, son petit corps était encore chaud. Sa tête, en apparence intacte, laissait penser qu'il respirait encore. Paniqué, David ouvrit la portière et essaya de tirer son fils hors du véhicule. En posant un genou sur la banquette centrale, il fit involontairement glisser le corps de Jill, qui le frôla. Il déposa Bradley sur le sol du garage et tenta désespérément de le réanimer. Mais il comprit rapidement que tout était fini. Son fils était mort. En état de choc, David composa le numéro des urgences. Il criait, sanglotait, implorait qu'on envoie quelqu'un au plus vite. Il bégayait, répétant que sa famille était partie, qu'on lui avait tout pris. Les premiers intervenants arrivèrent peu de temps après, pompiers, ambulanciers, agents de police. Certains d'entre eux connaissaient personnellement David. Ils le trouvèrent debout près du garage, figé, l'esprit ailleurs. Il ne put leur dire qu'une chose, en rentrant chez lui, il avait trouvé toute sa famille assassinée. Il n'avait aucune idée de qui aurait pu commettre une telle atrocité. L'enquête s'ouvrit immédiatement. Les premiers indices laissèrent penser que la piste du cambriolage raté devait être écartée. Aucune trace d'effraction. Rien ne semblait avoir été volé. Le sac à main de Kimberly, contenant argent liquide et cartes bancaires, était toujours sur le sol. Les enquêteurs, aguerris à ce type de scène, comprirent rapidement qu'ils étaient face à quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple vol qui aurait mal tourné. L'arrangement précis des corps, l'absence de désordre apparent, tout semblait indiquer une attaque ciblée, préméditée. Les enfants avaient été tués dans le véhicule familial, à bout portant. L'assassin n'avait rien emporté. Il ou elle avait frappé avec une précision glaciale,
sans laisser de traces de lutte ou de résistance. Les voisins interrogés déclarèrent n'avoir rien vu ni entendu d'inhabituel ce soir-là. La maison, située dans un quartier tranquille, n'avait jamais connu d'antécédents criminels. L'ensemble des éléments recueillis jetait un éclairage troublant sur ce triple homicide. Ce drame frappa de plein fouet la communauté de Georgetown. Dans cette petite ville où tout le monde se connaît, l'assassinat brutal d'une mère et de ses 2 enfants provoqua une onde de choc. Les médias commencèrent à affluer, et la pression sur les enquêteurs monta en flèche. La famille de Kimberly, effondrée, réclamait des réponses. L'attitude de David, bouleversée mais étrangement calme, commença à éveiller quelques soupçons. Les enquêteurs, eux, ne voulaient rien écarter. Ils se lancèrent dans une fouille méthodique de la scène du crime, en quête du moindre indice, de la moindre trace d'ADN, d'une empreinte, d'un résidu qui pourrait les guider vers le coupable. La vérité, eux seuls allaient devoir la démêler, coûte que coûte. La scène du crime n'avait pas été altérée. Les clés étaient toujours dans le contact, aucun objet ne manquait. Chaque victime avait été exécutée d'une seule balle. Kimberly semblait avoir été la première à mourir. Son corps gisait près de la portière avant, grande ouverte. Gill avait été touché en plein front, probablement sans comprendre ce qu'il y arrivait. Bradley, lui, avait tenté de fuir. Il fut atteint à l'épaule alors qu'il essayait de grimper vers l'arrière du véhicule. La balle avait traversé son corps, endommageant sa colonne vertébrale. Tous les tirs avaient été effectués à bout portant. L'agresseur avait agi avec une rapidité glaciale, une précision chirurgicale et une brutalité extrême, ne laissant aucune chance aux victimes. Malgré l'horreur, la scène restait étonnamment propre, presque comme si quelqu'un avait nettoyé après le massacre. Seule une large mare de sang sous le corps de Kimberly trahissait la violence de l'acte. Mais un détail troubla profondément les enquêteurs. Kimberly avait les pantalons et les chaussures enlevés, bien qu'aucune trace d'agression sexuelle n'ait été constatée. Gill, quant à elle, portait encore ses vêtements, mais des lésions avaient été relevées dans sa zone intime. Selon les experts médico-légaux, ces blessures dataient d'au moins plusieurs heures avant sa mort. Dans le garage, un sweatshirt avait été découvert. Le mot « backbone » y était écrit à la main sur l'étiquette. Cet objet fut initialement ignoré et ne fut même pas répertorié comme preuve. Autre détail étrange, les chaussures de Kimberly, soigneusement ôtées, avaient été posées avec soin sur le toit de sa voiture. Une empreinte partielle de paume, appartenant à un individu inconnu, fut retrouvée sur la portière. À ce stade de l'enquête, l'identité de cette personne restait un mystère. Avec la piste du cambriolage définitivement écartée, les enquêteurs conclurent rapidement que les 3 victimes avaient été délibérément visées. David, en tant que premier à découvrir la scène, se retrouva au centre de toutes les attentions. Il n'avait aucun alibi solide. Très vite, il devint le principal suspect. Il fut arrêté alors que les autorités tentaient encore de reconstituer le déroulement exact du crime. Les familles de Kimberly et de David furent abasourdies par la nouvelle. Tous refusèrent de croire qu'il aurait pu commettre un acte aussi monstrueux, surtout envers ses propres enfants. Pourtant, les indices jouaient en sa défaveur. Dès les premiers interrogatoires, David adopta une posture défensive. Il accusa les enquêteurs de vouloir lui faire porter le chapeau pour clore rapidement l'affaire. Mais plusieurs voisins affirmèrent avoir entendu des détonations alors que sa voiture était déjà garée dans l'allée. Son emploi du temps restait flou. Certes, il avait bien joué un match de basket, et certains témoins le disaient présent ensuite dans les tribunes, mais aucun ne pouvait confirmer qu'il y était resté sans interruption. Les enquêteurs envisagèrent alors un scénario glaçant. David aurait pu discrètement quitter le gymnase, rentrer chez lui à quelques minutes seulement, exécuter froidement sa famille, puis revenir avant la fin du tournoi sans attirer l'attention. Le 1er octobre 2000, quelques heures à peine après les funérailles de Kimberly, de Bradley et de Gill, les accusations formelles tombèrent. David Cam fut inculpé pour un triple homicide d'une cruauté inouïe. Les charges s'appuyaient sur des témoignages, mais aussi sur de minuscules éclaboussures de sang retrouvées sur ses vêtements. Un expert en projection sanguine conclut qu'il s'agissait de motifs à haute vélocité, formés au moment où une arme à feu est déclenchée à proximité immédiate d'une victime. Ce type de trace implique que la personne portait ses vêtements au moment précis de la décharge mortelle. Les accusations ne s'arrêtaient pas là. David fut également inculpé pour comportement sexuellement agressif envers sa propre fille. Cette révélation choqua la communauté et mit à mal ce qui restait encore de son image publique. Lui, de son côté, nia farouchement tout. Il déclara n'avoir jamais quitté les gradins du gymnase ce soir-là, assurant qu'il n'était rentré chez lui qu'après la fin du tournoi. Mais face aux preuves circonstancielles, son déni ne pesait pas lourd. L'étau judiciaire se resserrait. L'affaire devint un tourbillon médiatique. Les chaînes d'information s'emparèrent du drame, dressant le portrait d'un père de famille devenu bourreau. Les spéculations allaient bon train. Comment un homme pouvait-il anéantir en un instant ce qu'il avait contribué à construire ?
Était-il un monstre dissimulé derrière un masque de normalité? Ou bien un innocent piégé par une enquête biaisée, une vérité déformée par l'urgence de désigner un coupable? Ces questions, la société entière se les posait. Et dans les couloirs glacés du tribunal, la vérité allait devoir affronter le poids du doute, des émotions et de l'irréparable. À travers les témoignages, les analyses et les confrontations, un récit complexe allait se dévoiler. Celui d'un homme pris au piège de ses propres contradictions, dont le passé trouble revenait hanter le présent. Le procès à venir ne serait pas simplement celui d'un accusé. Il deviendrait celui d'un système judiciaire confronté à ses propres limites. Car dans l'ombre des preuves et des larmes, une autre réalité commençait à émerger. Une réalité bien plus déconcertante encore. David soutenait fermement qu'il n'avait rien à voir avec la tragédie qui avait décimé sa famille. Il affirmait n'avoir jamais porté atteinte à sa fille et insistait sur le fait qu'il n'avait pas quitté le gymnase ce soir-là. Le procès s'ouvrit en janvier 2002, sous l'œil attentif des médias et dans une atmosphère chargée de tension. Les procureurs exposèrent leurs théories. David aurait quitté le match de basketball sans attirer l'attention, serait rentré chez lui, aurait perpétré le triple homicide, puis serait retourné discrètement au tournoi. Selon eux, il aurait sciemment attiré l'attention de plusieurs personnes lors du match pour établir un alibi apparent, dans le but de masquer ses allées et venues. Après avoir commis l'irréparable, il aurait nettoyé soigneusement la scène du crime avant d'appeler les secours. Sa longue carrière dans les forces de l'ordre lui aurait permis, selon l'accusation, de savoir comment dissimuler des preuves, brouiller les pistes et manipuler les horloges judiciaires. Les mobiles proposés par le ministère public étaient multiples. Le premier, sa liaison extra-conjugale. David, disait-il, aurait voulu se débarrasser de sa famille pour recommencer une nouvelle vie avec une femme plus jeune. Le second, un contrat d'assurance vie contracté par Kimberly peu avant sa mort, d'un montant de 500 000 $. Une somme qui, en cas de décès, aurait apporté à David une liberté financière considérable. Au cours du procès, 12 femmes ayant eu des relations avec David pendant son mariage témoignèrent à la barre. Ces révélations choquèrent profondément la sœur de Kimberly, qui déclara que sa sœur n'avait eu connaissance que de la toute dernière liaison, un mois avant le drame, et que cette découverte l'avait profondément bouleversée. Parmi les témoins clés, l'instructrice de danse de Gilles livra un témoignage poignant. Elle se rappela que la fillette s'était souvent plainte de douleurs au bas-ventre. À l'époque, elle avait mis cela sur le compte de la sensibilité ou de l'humeur de l'enfant. Mais à la lumière des constatations médico-légales, elle avait fini par suspecter une cause bien plus grave, suggérant que Gilles avait peut-être subi des sévices répétés sans pouvoir les exprimer clairement. L'élément le plus accablant restait cependant les microparticules de sang découvertes sur les vêtements de David. L'expert en hématologie judiciaire affirma que ces projections à haute vélocité ne pouvaient résulter que d'un tir à bout portant. L'auteur se trouvait nécessairement à proximité immédiate lors de la décharge. Un autre point clé de l'accusation fut la réévaluation de l'heure du décès. Les enquêteurs déterminèrent que Kimberly et les enfants avaient en réalité été tués 1 heure plus tôt que l'estimation initiale. Or, à ce moment précis, un appel avait été émis depuis la résidence des Cam. Ce fait, s'il était avéré, plaçait David sur les lieux du crime au moment des meurtres. Pourtant, lors des audiences, la défense révéla une erreur cruciale. Cet appel avait bien été passé lorsque David s'était brièvement rendu à la maison pour se changer avant le match. L'erreur d'interprétation venait du fait que la résidence Cam et le siège du fournisseur téléphonique se trouvaient dans 2 comtés distincts, appartenant chacun à un fuseau horaire différent. Une heure de décalage qui avait semé la confusion dans les relevés d'horaire. La défense introduisit également une preuve négligée, le sweatshirt retrouvé sur les lieux, celui avec l'inscription « Backbone ». Des analyses révélèrent qu'il contenait de l'ADN masculin et féminin non identifié. L'avocat de David demanda que ces échantillons soient soumis à COTU, la base de données génétiques gérée par le FBI. À l'époque, aucune correspondance ne fut trouvée. Concernant les traces de sang sur les vêtements et les chaussures de David, la défense convoqua un expert médico-légal indépendant. Celui-ci affirma que les projections pouvaient résulter d'un contact physique direct avec les corps. Selon lui, le sang dans les cheveux de Kimberly aurait pu contaminer les vêtements de David lorsqu'il s'était penché pour vérifier si elle respirait encore. De même, le glissement du corps de Gilles dans le véhicule aurait pu expliquer les taches supplémentaires. Les plus grandes quantités de sang provenaient de Bradley. David l'avait extrait du véhicule et tenté de le réanimer, dans un état de panique absolue. Selon l'expert, les mouvements désespérés du père, tentant de sauver son fils, pouvaient justifier les motifs sanguins retrouvés sur ses habits. La défense s'efforçait de déconstruire les accusations point par point, rappelant qu'un homme effondré n'est pas nécessairement coupable. Il dénonçait une enquête biaisée, centrée dès le départ sur David, sans réelle exploration d'autres pistes. Le doute commençait à s'installer chez certains jurés, et l'affaire prenait un tour plus complexe qu'il n'y paraissait au départ. À mesure que le procès avançait, le public découvrait les failles d'une enquête précipitée.
L'arrestation rapide de David, fondée sur des preuves circonstancielles et des interprétations contestables, laissait planer l'ombre d'une possible erreur judiciaire. Si David était coupable, où était l'arme du crime? Pourquoi n'y avait-il pas plus de traces matérielles liant clairement le suspect à l'acte? Et surtout, si le sweatshirt contenait de l'ADN inconnu, qui en était le véritable propriétaire? Autant de questions sans réponse, qui hantaient la salle d'audience et ébranlaient les certitudes. Pour les proches de Kimberly, le procès représentait un double cauchemar. D'un côté, ils devaient affronter l'horreur de la perte. De l'autre, ils voyaient leur gendre, qu'ils avaient un jour considéré comme un fils, devenir l'homme à abattre. Leurs émotions étaient tiraillées entre chagrin, loyauté et confusion. La vérité, dans toute sa complexité, s'éloignait, brouillée par les incohérences, les zones d'ombre et les récits contradictoires. Le drame qui s'était joué dans ce garage paisible de Georgetown dépassait désormais les simples frontières d'un procès. Il devenait le miroir d'un système judiciaire confronté à ses propres limites, face à l'ultime question. Et si le véritable coupable courait encore? Inculpé une nouvelle fois, cette fois pour des crimes prémédités commis en collaboration avec un complice. Malgré l'expertise indépendante, malgré les incohérences dans les preuves, la Cour, en mars 2002, rejeta les arguments de la défense. David Camm fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, soit une peine équivalente à 195 années d'emprisonnement. Son monde s'écroulait. Pourtant, cette sentence n'était que le début d'un long labyrinthe judiciaire. À l'été 2004, un rebondissement majeur bouleversa l'affaire. Une cour d'appel invalida la condamnation initiale. Le tribunal jugea que les nombreuses liaisons extraconjugales de David n'auraient jamais dû être utilisées comme élément à charge pour démontrer sa culpabilité. Dans un nouveau tournant décisif, l'avocat de David exigea qu'une nouvelle recherche ADN soit effectuée via COTU, la base nationale gérée par le FBI. Cette fois-ci, un résultat tomba. À la stupéfaction générale, l'ADN extrait du sweatshirt retrouvé sur la scène de crime n'avait jamais été testé, en dépit des affirmations précédentes du ministère public. Le profil correspondait à un certain Charles Bonnet, un homme au lourd passé criminel, vol à main armée, agression sexuelle, tentative d'enlèvement. Son surnom, Backbone. Quelques semaines avant le massacre, il avait été remis en liberté conditionnelle. Et le sweatshirt portant son surnom avait été retrouvé sur les lieux. L'ADN féminin détecté sur le vêtement correspondait à celui de sa compagne, Mala Singh Matangly. En août 2004, Bonnet fut arrêté. La situation prit une tournure encore plus troublante lorsqu'on découvrit que Stan Fett, le procureur principal du premier procès de David Camm, avait autrefois représenté Bonnet en tant qu'avocat. Interrogé sur le fait que l'accusation ait omis de tester l'ADN du sweatshirt, Fett nia toute malveillance, évoquant une erreur technique ou un dysfonctionnement du système. Charles Bonnet, quant à lui, livra plusieurs versions contradictoires des faits. Mais lui et sa compagne finirent par se mettre d'accord sur une version. David Camm aurait contacté Bonnet pour acheter une arme à feu. Selon leur récit, le jour du drame, Bonnet se serait rendu au domicile des Camm avec une arme dissimulée dans son sweatshirt. Après avoir reçu le paiement, il aurait été sur le point de partir quand il entendit 3 coups de feu. Il serait retourné sur ses pas et aurait été témoin de la scène d'horreur. Selon Bonnet, l'auteur des tirs serait ensuite entré dans la maison pour y prendre des produits de nettoyage. Terrifié à l'idée d'être accusé, il aurait tenté de fuir. En trébuchant sur les chaussures de Kimberly, il les aurait ramassées instinctivement et posées sur le toit de la voiture. Malgré les incohérences flagrantes dans ce récit, l'opinion publique restait divisée. Les parents de Kimberly, eux, ne changèrent jamais d'avis. Selon eux, David était bel et bien l'assassin de leur fille et de leurs petits-enfants. Pourtant, l'enquête fut rouverte. Les analyses confirmèrent que l'empreinte palmaire retrouvée sur la voiture appartenait bien à Charles Bonnet. De plus, un test polygraphique révéla qu'il mentait. La justice requalifia les charges à l'encontre de David, il était désormais accusé d'avoir commis un triple homicide avec préméditation, en association avec un tiers. Bonnet fut officiellement désigné comme son complice. En janvier 2006, ce dernier comparaît à nouveau devant la justice. Il réitéra sa version, il aurait vendu une arme à David Camm et aurait ensuite été témoin du bain de sang sans y participer. Le jury rejeta fermement ce récit. Charles Bonnet fut reconnu coupable d'un triple crime coordonné. Il fut condamné à 225 années de prison. David, quant à lui, dut faire face à un nouveau procès. L'accusation resta inflexible. Elle affirma que David avait commis des actes d'agression sur sa propre fille, avant d'exécuter froidement son épouse et ses enfants. Le récit du ministère public se voulait implacable. Pourtant, dans la salle d'audience, de nombreuses voix commencèrent à douter. Car si David avait tant de haine, tant de noirceur en lui, pourquoi aurait-il accepté de rouvrir l'enquête, de faire tester l'ADN, de risquer que ressurgissent des éléments extérieurs? Et pourquoi, si le témoignage de Bonnet était vrai,
Avait-il attendu si longtemps pour se manifester, malgré son lourd passé criminel et sa présence avérée sur les lieux? Alors que la vérité semblait encore insaisissable, l'affaire Cam devenait le théâtre d'une lutte entre ombre et lumière. Une tragédie familiale transformée en énigme judiciaire. La présence de Charles Bonnet dans ce drame soulevait de nouvelles interrogations terrifiantes. David était-il l'auteur principal, ou un père éploré pris au piège d'une machination implacable? Dans les couloirs du tribunal, la justice, incertaine, avançait à tâtons. Mais au cœur de ce labyrinthe de preuves et de doutes, une chose restait certaine. 3 vies avaient été arrachées, et rien ne pourrait jamais les ramener. David fut de nouveau condamné à la prison à perpétuité, cette fois sans possibilité de libération conditionnelle. Pourtant, lui et son avocat décidèrent de porter l'affaire devant la Cour suprême de l'Indiana. En juillet 2009, un nouveau coup de théâtre survint. La condamnation liée à des actes inappropriés envers sa fille fut annulée, faute de preuves suffisantes. Par ailleurs, la Cour ordonna l'ouverture d'un nouveau procès. Ce 3e procès, initialement prévu pour février 2011, fut interrompu afin de nommer un nouveau juge et un nouveau procureur. Ce n'est qu'à l'été 2013 que les débats purent véritablement reprendre. Le tribunal réaffirma que les nombreuses liaisons extraconjugales de David ne pouvaient être retenues comme mobiles valables pour un triple homicide. De plus, les accusations de comportement déplacé envers sa fille furent définitivement abandonnées, faute d'éléments probants. L'unique mobile avancé par l'accusation restait la police d'assurance vie de Kimberly, d'un montant de 500 000 $. Mais au fil des audiences, de nouvelles révélations fragilisèrent sérieusement l'édifice de l'accusation. L'idée selon laquelle quelqu'un aurait nettoyé la scène du crime à l'aide de produits chimiques fut remise en cause et finalement rejetée. Plus grave encore pour l'accusation, des tests médico-légaux révélèrent la présence d'ADN de Charles Bonnet sur les vêtements de Kimberly, mais aussi sur les sous-vêtements de sa fille. Ces découvertes contredisaient formellement les déclarations antérieures de Bonnet, qui avait toujours affirmé ne jamais avoir touché les victimes et s'être contenté de ramasser les chaussures de Kimberly. Une autre empreinte de paume partielle, identifiée comme étant la sienne, fut retrouvée à l'intérieur de la portière du véhicule familial. Les enquêteurs élaborèrent alors une nouvelle hypothèse. Bonnet aurait pu intercepter Kimberly aux abords du complexe sportif, alors qu'elle venait de récupérer ses enfants. Sous la menace d'une arme, il l'aurait contrainte à rentrer chez elle. Une fois dans le garage, il aurait commis l'irréparable. Il est possible qu'il ait ensuite tenté de fouiller la maison avec l'intention de voler, mais aurait été interrompu par l'arrivée imprévue de David. L'affaire bascula définitivement lorsque la défense démonta un élément central de l'accusation, le témoignage de l'expert en projection de sang. Ce dernier, qui avait affirmé que les traces sur les vêtements de David provenaient de tirs à courte distance, ne possédait en réalité pas les qualifications requises pour établir de telles conclusions. Des experts indépendants vinrent témoigner à leur tour, soutenant que ces minuscules particules pouvaient très bien provenir d'un simple contact avec les corps, déjà sans vie, notamment par les cheveux ou les vêtements des victimes. Le 24 octobre 2013, le jury rendit son verdict. David Cam fut déclaré non coupable de tous les chefs d'accusation. Dans la salle d'audience, il fut libéré sur le champ, après 13 années d'incarcération. Sa famille proche accueillit cette décision avec émotion, soulagée de voir enfin justice rendue à leurs yeux. Mais l'opinion publique, elle, resta profondément divisée. La famille de Kimberly refusa d'accepter ce verdict. Pour eux, David était et resterait l'homme responsable de la perte de leur fille et de leurs petits-enfants. Le doute, même après toutes les révélations, restait ancré. Le nom de David Cam demeurait entaché, son image à jamais mêlée à l'une des affaires les plus sombres et complexes de l'histoire judiciaire de l'Indiana. Quant à Charles Bonnet, il purge encore aujourd'hui sa peine de prison à perpétuité. Condamné à 225 années de réclusion, il reste silencieux, reclus derrière les murs d'un pénitencier. Il n'a jamais véritablement reconnu l'étendue de son implication. Pourtant, les preuves sont là, son ADN, ses empreintes, ses contradictions. Il a été l'ombre qui planait sur cette affaire depuis le premier jour. Un acteur clé dont le rôle précis reste, à ce jour, enveloppé de zones d'ombre. Mais une chose est certaine, 3 vies innocentes ont été arrachées. Et quelle que soit la vérité, elles ne reviendront jamais. L'affaire David Cam est devenue bien plus qu'un simple procès. C'est un symbole des failles de la justice, des erreurs humaines, de l'influence des apparences, et des conséquences tragiques du doute. C'est aussi l'histoire d'un homme qui, coupable ou non, a vu sa vie dévastée. Derrière les procédures, les audiences, les preuves, il y a des visages, des larmes, des absences. Un père, une mère, des grands-parents, une communauté entière marquée à jamais par une nuit de septembre où tout a basculé.